Le contrat de mariage par Honoré de Balzac, partie 4 et fin du livre audio. Il est certains caractères qui, sur la foi d'une seule preuve, croient à l'amitié. Chez les gens ainsi faits, le vent du nord chasse aussi vite les nuages que le vent d'ouest les amène. Il s'arrête aux effets sans remonter aux causes. Paul était une de ces natures essentiellement confiantes, sans mauvais sentiments, mais aussi sans prévision. Sa faiblesse procédait beaucoup plus de sa bonté, de sa croyance au bien, que d'une débilité d'âme. Nathalie était songeuse et triste, car elle ne savait pas se passer de sa mère. Paul, avec cette espèce de fatuité que donne l'amour, se riait de la mélancolie de sa future femme, en se disant que les plaisirs du mariage et l'entraînement de Paris la dissiperaient. Madame Évangélista voyait avec un sensible plaisir la confiance de Paul, car la première condition de la vengeance est la dissimulation. Une haine avouée est impuissante. La créole avait déjà fait 2 grands pas. Sa fille se trouvait déjà riche d'une belle parure qui coûtait 200 000 francs à Paul et que Paul compléterait sans doute. Puis elle laissait ses 2 enfants à eux-mêmes, sans autre conseil que leur amour illogique. Elle préparait ainsi sa vengeance à l'insu de sa fille qui, tôt ou tard, serait sa complice. Nathalie aimerait-elle Paul ? Là était une question encore indécise dont la solution pouvait modifier ses projets, car elle aimait trop sincèrement sa fille pour ne pas respecter son bonheur. L'avenir de Paul dépendait donc encore de lui-même. S'il se faisait aimer, il était sauvé. Enfin, le lendemain soir à minuit, après une soirée passée en famille avec les 4 témoins auxquels Madame Évangélista donna le long repas qui suit le mariage légal, les époux et les amis vinrent entendre une messe au flambeau, à laquelle assistèrent une centaine de personnes curieuses. Un mariage célébré nuitamment apporte toujours à l'âme de sinistres présages. La lumière est un symbole de vie et de plaisir dont les prophéties lui manquent. Demandez à l'âme la plus intrépide pourquoi elle est glacée, pourquoi le froid noir des voûtes l'énerve, pourquoi le bruit des pas effraie, pourquoi l'on remarque le cri des chats huants et la clameur des chouettes. Quoiqu'il n'existe aucune raison de trembler, chacun tremble, et les ténèbres, images de mort, attristent. Nathalie, séparée de sa mère, pleurait. La jeune fille était en proie à tous les doutes qui saisissent le cœur à l'entrée d'une vie nouvelle, où, malgré les plus fortes assurances de bonheur, il existe 1000 pièges dans lesquels tombe la femme. Elle eut froid, il lui fallut un manteau. L'attitude de Madame Évangélista, celle des époux, excita quelques remarques parmi la foule élégante qui environnait l'autel. Solonet vient de me dire que les mariés partent demain matin, seuls, pour Paris. Madame Évangélista devait aller vivre avec eux. Le comte Paul s'en est déjà débarrassé. Quelle faute, dit la marquise de Gias. Fermer sa porte à la mère de sa femme, n'est-ce pas l'ouvrir à un amant? Il ne sait donc pas tout ce qu'est une mère? Il a été très dur pour Madame Évangélista. La pauvre femme a vendu son hôtel et va vivre à Lanstrac. Nathalie est bien triste. Aimeriez-vous, un lendemain de noces, de vous trouver sur une grande route? C'est bien gênant. Je suis bien aise d'être venue ici, dit une dame, pour me convaincre de la nécessité d'entourer le mariage de ces pompes, de ces fêtes d'usage, car je trouve ceci bien nu, bien triste. Et si vous voulez que je vous dise toute ma pensée, ajouta-t-elle en se penchant à l'oreille de son voisin, ce mariage me semble indécent. Madame Évangélista prit Nathalie dans sa voiture et la conduisit elle-même chez le comte Paul. Eh bien, ma mère, tout est dit. Songe, ma chère enfant, à mes dernières recommandations, et tu seras heureuse. Sois toujours sa femme et non sa maîtresse. Quand Nathalie fut couchée,
la mère joua la petite comédie de se jeter dans les bras de son gendre en pleurant. Ce fut la seule chose provinciale que madame Évangélista se permit, mais elle avait ses raisons. À travers ses larmes et ses paroles en apparence folles ou désespérées, elle obtint de Paul de ces concessions que font tous les maris. Le lendemain, elle mit les mariés en voiture et les accompagna jusqu'au-delà du bac où l'on passe la Gironde. Par un mot, Nathalie avait appris à madame Évangélista que si Paul avait gagné la partie au jeu du contrat, sa revanche à elle commençait. Nathalie avait obtenu déjà de son mari la plus parfaite obéissance. Conclusion. 5 ans après, au mois de novembre, dans l'après-midi, le comte Paul de Manerville, enveloppé dans un manteau, la tête inclinée, entra mystérieusement chez M. Mathias à Bordeaux. Trop vieux pour continuer les affaires, le bonhomme avait vendu son étude et achevait paisiblement sa vie dans une de ces maisons où il s'était retiré. Une affaire urgente l'avait contraint de s'absenter quand arriva son hôte. Mais sa vieille gouvernante, prévenue de l'arrivée de Paul, le conduisit à la chambre de madame Mathias, morte depuis 1 an. Fatigué par un rapide voyage, Paul dormit jusqu'au soir. À son retour, le vieillard vint voir son ancien client et se contenta de le regarder endormi, comme une mère regarde son enfant. Josette, la gouvernante, accompagnait son maître et demeura debout devant le lit, les poings sur les hanches. « Il y a aujourd'hui 1 an, Josette, quand je recevais ici le dernier soupir de ma chère femme. Je ne savais pas que j'y reviendrais pour y voir monsieur le comte quasi mort. »« Pauvre monsieur, il geint en dormant, » dit Josette. L'ancien notaire ne répondit que par un sac à papier, innocent juron qui annonçait toujours en lui la désespérance de l'homme d'affaires rencontrant d'infranchissables difficultés. « Enfin, se dit-il, je lui ai sauvé la nue propriété de Lanstrac, de Dozac, de Saint-Frou et de son hôtel. » Mathias compta sur ses doigts et s'écria « 5 ans ! Voici 5 ans, dans ce mois-ci précisément, sa vieille tante, aujourd'hui défunte, la respectable madame de Maulincour, demandait pour lui la main de ce petit crocodile habillé en femme qui, définitivement, l'a ruiné, comme je le pensais. » Après avoir longtemps contemplé le jeune homme, le bon vieux goutteux, appuyé sur sa canne, s'alla promener à pas lents dans son petit jardin. À 9 heures, le souper était servi, car Mathias soupait. Le vieillard ne fut pas médiocrement étonné de voir à Paul un front calme, une figure sereine quoique sensiblement altérée. Si, à 33 ans, le comte de Manerville paraissait en avoir 40, ce changement de physionomie était dû seulement à des secousses morales. Physiquement, il se portait bien. Il alla prendre les mains du bonhomme pour le forcer à rester assis et les lui serra fort affectueusement en lui disant « Bon cher maître Mathias, vous avez eu vos douleurs, vous. Les miennes étaient dans la nature, monsieur le comte, mais les vôtres. Nous parlerons de moi tout à l'heure en soupant. Si je n'avais pas un fils dans la magistrature et une fille mariée, dit le bonhomme, croyez, monsieur le comte, que vous auriez trouvé chez le vieux Mathias autre chose que l'hospitalité. Comment venez-vous à Bordeaux au moment où, sur tous les murs, les passants lisent les affiches de la saisie immobilière des fermes du Grassol, du Gadet, du Clos de Belle-Rose et de votre hôtel? Il m'est impossible de dire le chagrin que j'éprouve en voyant ces grands placards, moi qui, pendant 40 ans, ai soigné ces immeubles comme s'ils m'appartenaient. Moi qui, 3e clerc du digne monsieur Chéneau, mon prédécesseur, les ai achetés pour madame votre mère, et qui, de ma main de 3e clerc, ai si bien écrit l'acte de vente sur parchemin en belle ronde. Moi qui ai les titres de propriété dans l'étude de mon successeur. Moi qui ai fait les liquidations. Moi qui vous ai vu grand comme ça, dit le notaire en mettant la main à 2 pieds de terre. Il faut avoir été notaire pendant 41 ans et demi pour connaître l'espèce de douleur que me cause la vue de mon nom imprimé tout vif à la face d'Israël
dans les verbaux de la saisie et dans l'établissement de la propriété. Quand je passe dans la rue et que je vois des gens occupés à lire ces horribles affiches jaunes, je suis honteux comme s'il s'agissait de ma propre ruine et de mon honneur. Il y a des imbéciles qui vous épellent cela tout haut exprès pour attirer les curieux, et ils se mettent tous à faire les plus sots commentaires. N'est-on pas maître de son bien ? Votre père avait mangé 2 fortunes avant de refaire celle qu'il vous a laissée. Vous ne seriez point à Manerville si vous ne l'imitiez pas. D'ailleurs, les saisies immobilières ont donné lieu à tout un titre dans le code. Elles ont été prévues. Vous êtes dans un cas admis par la loi. Si je n'étais pas un vieillard à cheveux blancs et qui n'attend qu'un coup de coude pour tomber dans sa fosse, je rosserais ceux qui s'arrêtent devant ces abominations. À la requête de dame Nathalie Evangelista, épouse de Paul-François-Joseph, comte de Manerville, séparée quant au bien par jugement du tribunal de première instance du département de la Seine, etc. Oui, dit Paul. Et maintenant, séparés 2 corps. Ah, fit le vieillard. Oh, contre le gré de Nathalie, dit vivement le comte. Il m'a fallu la tromper. Elle ignore mon départ. Vous partez ? Mon passage est payé. Je m'embarque sur la belle Amélie et vais à Calcutta. Dans 2 jours, dit le vieillard. Ainsi, nous ne nous verrons plus, monsieur le comte. Vous n'avez que 73 ans, mon cher Mathias, et vous avez la goutte, un vrai brevet de vieillesse. Quand je serai de retour, je vous retrouverai sur vos pieds. Votre bonne tête et votre cœur seront encore sains. Vous m'aiderez à reconstruire l'édifice ébranlé. Je veux gagner une belle fortune en 7 ans. À mon retour, je n'aurai que 40 ans. Tout est encore possible à cet âge. Vous, dit Mathias en laissant échapper un geste de surprise. Vous, monsieur le comte, allez faire le commerce ? J'y pensez-vous ? Je ne suis plus monsieur le comte, cher Mathias. Mon passage est arrêté sous le nom de Camille, un des noms de baptême de ma mère. Puis j'ai des connaissances qui me permettent de faire fortune autrement. Le commerce sera ma dernière chance. Enfin, je pars avec une somme assez considérable pour qu'il me soit permis de tenter la fortune sur une grande échelle. Où est cette somme ? Un ami doit me l'envoyer. Le vieillard laissa tomber sa fourchette en entendant le mot « d'ami », non par raillerie ni surprise. Son air exprima la douleur qu'il éprouvait en voyant Paul sous l'influence d'une illusion trompeuse. Car son œil plongeait dans un gouffre là où le comte apercevait un plancher solide. « J'ai, pendant 50 ans, environ, exercé le notariat. Je n'ai jamais vu les gens ruinés, avoir des amis qui leur prêtassent de l'argent. Vous ne connaissez pas de Marsay. À l'heure où je vous parle, je suis sûr qu'il a vendu des rentes, s'il le faut, et demain vous recevrez une lettre de change de 50 000 écus. Je le souhaite. Cet ami ne pouvait-il donc pas arranger vos affaires ? Vous auriez vécu tranquillement à Lanstrac avec les revenus de madame la comtesse pendant 6 ou 7 ans. Une délégation aurait-elle payé 1500 000 francs de dettes, dans lesquelles ma femme entrait pour 550 000 francs ? Comment ? En 4 ans, avez-vous fait 1450 000 francs de dettes ? Rien de plus clair, Mathias. N'ai-je pas laissé les diamants à ma femme ? N'ai-je pas dépensé les 150 000 francs qui nous revenaient sur le prix de l'hôtel Evangelista dans l'arrangement de ma maison à Paris ? N'a-t-il pas fallu payer ici les frais de nos acquisitions et ceux auxquels a donné lieu mon contrat de mariage ? Enfin, n'a-t-il pas fallu vendre les 40 000 livres de rente de Nathalie pour payer d'Auzac et Saint-Froux ? Nous avons vendu à 87. Je me suis donc endetté de près de 200 000 francs dès le premier mois de mon mariage. Il nous est resté 67 000 livres de rente. Nous en avons constamment dépensé 200 000 en su. Joignez à ces 900 000 francs quelques intérêts usuraires, vous trouverez facilement 1 million. Bouffre, fit le vieux notaire. Après ? Eh bien, j'ai d'abord voulu compléter à ma femme la parure qui se trouvait commencée avec le collier de perles agrafé par le discreto, un diamant de famille, et par les boucles d'oreilles de sa mère. J'ai payé 100 000 francs une couronne d'épis. Nous voici à 1100 000 francs.
Je me trouve devoir la fortune de ma femme qui s'élève aux 356 000 francs de sa dot. Mais, dit Mathias, si madame la comtesse avait engagé ses diamants, et vous, vos revenus, vous auriez à mon compte 300 000 francs avec lesquels vous pourriez apaiser vos créanciers. Quand un homme est tombé, Mathias, quand ses propriétés sont grevées d'hypothèques, quand sa femme prime les créanciers par ses reprises, quand enfin cet homme est sous le coup de 100 000 francs de lettres de change qui s'acquitteront, je l'espère, par le haut prix auquel monteront mes biens, rien n'est possible. Et les frais d'expropriation, donc? Effroyable, dit le notaire. Les saisies ont été converties heureusement en vente volontaire, afin de couper le feu. Vendre Belle Rose, s'écria Mathias, quand la récolte de 1825 est dans les caves. Je n'y puis rien. Belle Rose vaut aussi 100 000 francs. Nathalie le rachètera, je le lui ai conseillé. 16 000 francs année commune, et des éventualités telles que 1825. Je pousserai moi-même Belle Rose à 700 000 francs, et chacune des fermes à 120 000 francs. Tant mieux, je serai quitte, si mon hôtel de Bordeaux peut se vendre 200 000 francs. Solonel payera bien quelque chose de plus, il en a envie. Il se retire avec 100 et quelques mille livres de rente gagnées à jouer sur les 3-6. Il a vendu son étude 300 000 francs, et il épouse une mulâtresse riche. Dieu sait à quoi elle a gagné son argent, mais riche, comme on dit, à millions. Un notaire jouait sur les 3-6. Un notaire épousait une mulâtresse. Quel siècle! Il faisait valoir, dit-on, les fonds de votre belle-mère. Elle a bien embelli Lanstrac et bien soigné les terres. Elle m'a bien payé son loyer. Je ne l'aurais jamais cru capable de se conduire ainsi. Elle est si bonne et si dévouée. Elle payait toujours les dettes de Nathalie pendant les 3 mois qu'elle venait passer à Paris. Elle le pouvait bien. Elle vit sur Lanstrac, dit Mathias. Elle, devenir économe. Quel miracle! Elle vient d'acheter entre Lanstrac et Grassol le domaine de Grain-Rouge, en sorte que si elle continue l'avenue de Lanstrac jusqu'à la Grand-Route, vous pourriez faire 1 lieue et demie sur vos terres. Elle a payé 100 000 francs comptant Grain-Rouge, qui vaut 1000 écus de rente en sac. Elle est toujours belle, dit Paul. La vie de la campagne la conserve bien. Je n'irai pas lui dire adieu. Elle se saignerait pour moi. Vous iriez vainement. Elle est à Paris. Elle y arrivait peut-être au moment où vous en partiez. Elle a sans doute appris la vente de mes propriétés et vient à mon secours. Je n'ai pas à me plaindre de la vie. Je suis aimé, certes, autant qu'un homme peut l'être en ce bas monde, aimé par 2 femmes qui luttaient ensemble de dévouement. Elles étaient jalouses l'une de l'autre. La fille reprochait à la mère de m'aimer trop, la mère reprochait à la fille ses dissipations. Cette affection m'a perdu. Comment ne pas satisfaire au moindre caprice d'une femme que l'on aime? Le moyen de s'en défendre. Mais aussi, comment accepter ses sacrifices? Oui, certes, nous pouvions liquider ma fortune et venir vivre à Lanstrac. Mais j'aime mieux aller aux Indes et en rapporter une fortune que d'arracher Nathalie à la vie qu'elle aime. Aussi, est-ce moi qui lui ai proposé la séparation de biens? Les femmes sont des anges qu'il ne faut jamais mêler aux intérêts de la vie. Le vieux Mathias écoutait Paul d'un air de doute et d'étonnement. « Vous n'avez pas d'enfant ?» lui dit-il. « Heureusement, » répondit Paul. « Je comprends autrement le mariage, » répondit naïvement le vieux notaire. « Une femme doit, selon moi, partager le sort bon ou mauvais de son mari. J'ai entendu dire que les jeunes mariés qui s'aimaient comme des amants n'avaient pas d'enfants. Le plaisir est-il donc le seul but du mariage? N'est-ce pas plutôt le bonheur et la famille? Mais vous aviez à peine 28 ans et madame la comtesse en avait 20. Vous étiez excusable de ne songer qu'à l'amour. Cependant, la nature de votre contrat et votre nom, vous allez me trouver bien notaire. Tout vous obligeait à commencer par faire un bon gros garçon. Oui, monsieur le comte, et si vous aviez eu des filles, il n'aurait pas fallu s'arrêter que vous n'ayez eu l'enfant mâle qui consolidait le majorat.
Mademoiselle Évangélista n'était-elle pas forte? Avait-elle à craindre quelque chose de la maternité? Vous me direz que ceci est une vieille méthode de nos ancêtres. Mais dans les familles nobles, monsieur le comte, une femme légitime doit faire les enfants et les bien élever. Comme le disait la duchesse de Sully, la femme du grand Sully, une femme n'est pas un instrument de plaisir, mais l'honneur et la vertu de la maison. Vous ne connaissez pas les femmes. Bon, Mathias, dit Paul. Pour être heureux, il faut les aimer comme elles veulent être aimées. N'y a-t-il pas quelque chose de brutal à sitôt priver une femme de ses avantages, à lui gâter sa beauté sans qu'elle en ait joui? Si vous aviez eu des enfants, la mère aurait empêché les dissipations de la femme. Elle serait restée au logis. Si vous aviez raison, mon cher, dit Paul en fronçant le sourcil, je serais encore plus malheureux. N'aggravez pas mes douleurs par une morale après la chute. Laissez-moi partir sans arrière-pensée. Le lendemain, Mathias reçut une lettre de change de 150 000 francs, payable à vue, envoyée par Henri de Marsay. « Vous voyez, dit Paul, il ne m'écrit pas un mot. Il commence par obliger. Henri est la nature la plus parfaitement imparfaite, la plus illégalement belle que je connaisse. Si vous saviez avec quelle supériorité cet homme encore jeune plane sur les sentiments, sur les intérêts, et quel grand politique il est, vous vous étonneriez, comme moi, de lui savoir tant de cœur. » Mathias essaya de combattre la détermination de Paul, mais elle était irrévocable, et justifiée par tant de raisons valables que le vieux notaire ne tenta plus de retenir son client. Il est rare que le départ des navires en charge se fasse avec exactitude, mais par une circonstance fatale à Paul, le vent fut propice et la belle Amélie dut mettre à la voile le lendemain. Au moment où part un navire, l'embarcadère est encombré de parents, d'amis, de curieux. Parmi les personnes qui se trouvaient là, quelques-unes connaissaient personnellement Manerville. Son désastre le rendait aussi célèbre en ce moment qu'il l'avait été jadis par sa fortune. Il y eut donc un mouvement de curiosité. Chacun disait son mot. Le vieillard avait accompagné Paul sur le port, et ses souffrances durent être vives en entendant quelques-uns de ses propos. « Qui reconnaîtrait dans cet homme que vous voyez là, près du vieux Mathias, ce dandy que l'on avait nommé la fleur des pois, et qui faisait, il y a 5 ans à Bordeaux, la pluie et le beau temps? »« Quoi? Ce gros petit homme en redingote d'alpaga, qui a l'air d'un cocher, serait le comte Paul de Manerville? »« Oui, ma chère, celui qui a épousé mademoiselle Évangélista. Le voici ruiné, sans sou ni maille, allant aux Indes pour y chercher la pie au nid. »« Mais comment s'est-il ruiné? Il était si riche. »« Paris, les femmes, la bourse, le jeu, le luxe. »« Puis, dit un autre, Manerville est un pauvre sire, sans esprit, mou comme du papier mâché, se laissant manger la laine sur le dos, incapable de quoi que ce soit. Il était né ruiné. » Paul serra la main du vieillard et se réfugia sur le navire. Mathias resta sur le quai, regardant son ancien client qui s'appuya sur le bastingage en défiant la foule par un coup d'œil plein de mépris. Au moment où les matelots levaient l'ancre, Paul aperçut Mathias qui lui faisait des signaux à l'aide de son mouchoir. La vieille gouvernante était arrivée en toute hâte près de son maître, qu'un événement de haute importance semblait agiter. Paul pria le capitaine d'attendre encore un moment et d'envoyer un canot, afin de savoir ce que lui voulait le vieux notaire qui lui faisait énergiquement signe de débarquer. Trop impotent pour pouvoir aller à bord, Mathias remit 2 lettres à l'un des matelots qui amenèrent le canot. « Mon cher ami, ce paquet, dit l'ancien notaire au matelot en lui montrant une des lettres qu'il lui donnait. Tu vois bien? Ne te trompe pas. Ce paquet vient d'être apporté par un courrier qui a fait la route de Paris en 35 heures. Dis bien cette circonstance à monsieur le comte. N'oublie pas. Elle pourrait le faire changer de résolution. »« Et il faudrait le débarquer ?» demanda le matelot. « Oui, mon ami, » répondit imprudemment le notaire. Le matelot est généralement en tout pays un être à part, qui presque toujours professe le plus profond mépris pour les gens de terre. Quant aux bourgeois, il n'en comprend rien. Il ne se les explique pas.
Il s'en moque, il les vole, s'il le peut, sans croire manquer aux lois de la probité. Celui-là, par hasard, était un bas breton qui vit une seule chose dans les recommandations du bonhomme Mathias. « C'est ça, se dit-il en ramant, le débarquer. Faire perdre un passager au capitaine. Si l'on écoutait ces marsouins-là, il faudrait passer sa vie à les embarquer et à les débarquer. A-t-il peur que son fils n'attrape des rhumes ?» Le matelot remit donc à Paul les lettres sans lui rien dire. En reconnaissant l'écriture de sa femme et celle de De Marsay, Paul présuma tout ce que ces deux personnes pouvaient lui dire et ne voulut pas se laisser influencer par les offres que leur inspirait le dévouement. Il mit avec une apparente insouciance leurs lettres dans sa poche. « Voilà pourquoi ils nous dérangent. Des bêtises, dit le matelot en bas breton au capitaine. Si c'était important, comme le disait ce vieux lampion, monsieur le comte jetterait-il son paquet dans ses écoutilles ?» Absorbé par les pensées tristes qui saisissent les hommes les plus forts en semblables circonstances, Paul s'abandonnait à la mélancolie en saluant de la main son vieil ami, en disant adieu à la France, en regardant les édifices de Bordeaux qui fuyaient avec rapidité. Il s'assit sur un paquet de cordages. La nuit le surprit, là, perdu dans ses rêveries. Avec les demi-ténèbres du couchant vinrent les doutes. Il plongeait dans l'avenir un œil inquiet. En le sondant, il n'y trouvait que péril et incertitude. Il se demandait s'il ne manquerait pas de courage. Il avait des craintes vagues, en sachant Nathalie livrée à elle-même. Il se repentait de sa résolution. Il regrettait Paris et sa vie passée. Le mal de mer le prit. Chacun connaît les effets de cette maladie. La plus horrible de ses souffrances, sans danger, est une dissolution complète de la volonté. Un trouble inexpliqué relâche dans les centres les liens de la vitalité. L'âme ne fait plus ses fonctions. Et tout devient indifférent au malade. Une mère oublie son enfant, l'amant ne pense plus à sa maîtresse, l'homme le plus fort gît comme une masse inerte. Paul fut porté dans sa cabine, où il demeura pendant 3 jours, étendu, tour à tour vomissant et gorgé de grog par les matelots, ne songeant à rien et dormant. Puis il eut une espèce de convalescence et revint à son état ordinaire. Le matin où, se trouvant mieux, il alla se promener sur le tillac pour y respirer les brises marines d'un nouveau climat, il sentit ses lettres en mettant les mains dans ses poches. Il les saisit aussitôt pour les lire et commença par celle de Nathalie. Pour que la lettre de la comtesse de Manerville puisse être bien comprise, il est nécessaire de rapporter celle que Paul avait écrite à sa femme et que voici. Lettre de Paul de Manerville à sa femme. Ma bien-aimée, quand tu liras cette lettre, je serai loin de toi. Peut-être serai-je déjà sur le vaisseau qui m'emmène aux Indes, où je vais refaire ma fortune abattue. Je ne me suis pas senti la force de t'annoncer mon départ. Je t'ai trompé. Mais ne le fallait-il pas? Tu te serais inutilement gênée. Tu m'aurais voulu sacrifier ta fortune. Chère Nathalie, n'aie pas un remords. Je n'ai pas un regret. Quand je rapporterai des millions, j'imiterai ton père, je les mettrai à tes pieds, comme il mettait les siens aux pieds de ta mère, en te disant « Tout est à toi. Je t'aime follement, Nathalie. Je te le dis sans avoir à craindre que cet aveu te serve à étendre un pouvoir qui n'est redouté que par les gens faibles. Le tien fut sans bornes le jour où je t'ai connu. Mon amour est le seul complice de mon désastre. Ma ruine progressive m'a fait éprouver les délirants plaisirs du joueur. À mesure que mon argent diminuait, mon bonheur grandissait. Chaque fragment de ma fortune converti pour toi en une petite jouissance me causait des ravissements célestes. Je t'aurais voulu plus de caprices que tu n'en avais. Je savais que j'allais vers un abîme, mais j'y allais le front couronné par la joie. C'est des sentiments que ne connaissent pas les gens vulgaires. J'ai agi comme ces amants qui s'enferment dans une petite maison au bord d'un lac pour 1 an ou 2 et qui se promettent de se tuer après s'être plongés dans un océan de plaisir, mourant ainsi dans toute la gloire de leurs illusions et de leur amour. J'ai toujours trouvé ces gens-là prodigieusement raisonnables.
Tu ne savais rien, ni de mes plaisirs, ni de mes sacrifices. Ne trouve-t-on pas de grande volupté à cacher à la personne aimée le prix de ce qu'elle souhaite? Je puis t'avouer ces secrets. Je serai loin de toi quand tu tiendras ce papier chargé d'amour. Si je perds les trésors de ta reconnaissance, je n'éprouve pas cette contraction au cœur qui me prendrait en te parlant de ces choses. Puis, ma bien-aimée, n'y a-t-il pas quelque savant calcul à te révéler ainsi le passé? N'est-ce pas étendre notre amour dans l'avenir? Aurions-nous donc besoin de fortifiants? Ne nous aimons-nous donc pas d'un amour pur auquel les preuves sont indifférentes, qui méconnaît le temps, les distances et vit de lui-même? Ah, Nathalie, je viens de quitter la table où j'écris près du feu. Je viens de te voir endormie, confiante, posée comme une enfant naïve, la main tendue vers moi. J'ai laissé une larme sur l'oreiller confident de nos joies. Je pars sans crainte sur la foi de cette attitude. Je pars afin de conquérir le repos en conquérant une fortune assez considérable pour que nulle inquiétude ne trouble nos voluptés, pour que tu puisses satisfaire tes goûts. Ni toi ni moi, nous ne saurions nous passer des jouissances de la vie que nous menons. Je suis homme, j'ai du courage. À moi seul la tâche d'amasser la fortune qui nous est nécessaire. Peut-être m'aurais-tu suivi? Je te cacherai le nom du vaisseau, le lieu de mon départ et le jour. Un ami te dira tout quand il ne sera plus temps. Nathalie, mon affection est sans bornes. Je t'aime comme une mère aime son enfant, comme un amant aime sa maîtresse, avec le plus grand désintéressement. À moi les travaux, à toi les plaisirs. À moi les souffrances, à toi la vie heureuse. Amuse-toi, conserve toutes tes habitudes de luxe. Va aux Italiens, à l'opéra, dans le monde, au bal. Je t'absous de tout. Cher ange, lorsque tu reviendras à ce nid où nous avons savouré les fruits éclos durant nos 5 années d'amour, pense à ton ami, pense à moi pendant un moment. Endors-toi dans mon cœur. Voilà tout ce que je te demande. Moi, chère éternelle pensée, lorsque, perdu sous des cieux brûlants, travaillant pour nous deux, je rencontrerai des obstacles à vaincre, ou que, fatigué, je me reposerai dans les espérances du retour, moi, je songerai à toi, qui es ma belle vie. Oui, je tâcherai d'être en toi, je me dirai que tu n'as ni peine ni souci, que tu es heureuse. De même que nous avons l'existence du jour et de la nuit, la veille et le sommeil, ainsi j'aurai mon existence fleurie à Paris, mon existence de travail aux Indes. Un rêve pénible, une réalité délicieuse. Je vivrai si bien dans ta réalité que mes jours seront des rêves. J'aurai mes souvenirs, je reprendrai chant par chant ce beau poème de 5 ans. Je me rappellerai les jours où tu te plaisais à briller, où par une toilette aussi bien que par un déshabillé, tu te faisais nouvelle à mes yeux. Je reprendrai sur mes lèvres le goût de nos festins. Oui, cher ange, je pars comme un homme voué à une entreprise dont la réussite lui donnera sa belle maîtresse. Le passé sera pour moi comme ces rêves du désir qui précèdent la possession, et que souvent la possession détrompe, mais que tu as toujours agrandi. Je reviendrai pour trouver une femme nouvelle. L'absence ne te donnera-t-elle pas des charmes nouveaux? Oh, mon bel amour, ma Nathalie, que je sois une religion pour toi. Sois bien l'enfant que je vois endormi. Si tu trahissais une confiance aveugle, Nathalie, tu n'aurais pas à craindre ma colère. Tu dois en être sûre. Je mourrais silencieusement. Mais la femme ne trompe pas l'homme qui la laisse libre, car la femme n'est jamais lâche. Elle se joue d'un tyran. Mais une trahison facile et qui donnerait la mort, elle y renonce. Non, je n'y pense pas. Grâce pour ce cri si naturel à un homme. Cher ange, tu verras de Marsay, il sera le locataire de notre hôtel et te le laissera. Ce bail simulé était nécessaire pour éviter des pertes inutiles. Les créanciers, ignorant que leur paiement est une question de temps, auraient pu saisir le mobilier et l'usufruit de notre hôtel. Sois bonne pour de Marsay. J'ai la plus entière confiance dans sa capacité, dans sa loyauté.
Prends-le pour défenseur et pour conseil. Fais-en ton menin. Quelles que soient ses occupations, il sera toujours à toi. Je le charge de veiller à ma liquidation. S'il avançait quelque somme de laquelle il eut besoin plus tard, je compte sur toi pour la lui remettre. Songe que je ne te laisse pas à De Marsay, mais à toi-même. En te l'indiquant, je ne te l'impose pas. Hélas, il m'est impossible de te parler d'affaires. Je n'ai plus qu'une heure à rester là près de toi. Je compte tes aspirations. Je tâche de retrouver tes pensées dans les rares accidents de ton sommeil. Ton souffle ranime les heures fleuries de notre amour. À chaque battement de ton cœur, le mien te verse ses trésors. J'effeuille sur toi toutes les roses de mon âme, comme les enfants les sèment devant l'autel au jour de la fête de Dieu. Je te recommande aux souvenirs dont je t'accable. Je voudrais t'infuser mon sang pour que tu fusses bien à moi, pour que ta pensée fût ma pensée, pour que ton cœur fût mon cœur, pour être tout en toi. Tu as laissé échapper un petit murmure comme une douce réponse. Sois toujours calme et belle, comme tu es calme et belle en ce moment. Ah, je voudrais posséder ce fabuleux pouvoir dont parlent les contes de fées. Je voudrais te laisser endormie ainsi pendant mon absence et te réveiller à mon retour par un baiser. Combien ne faut-il pas d'énergie et combien ne faut-il pas t'aimer pour te quitter en te voyant ainsi? Tu es une Espagnole religieuse, tu respecteras un serment fait pendant le sommeil et où l'on ne doutait pas de ta parole inexprimée. Adieu, chère, voici ta pauvre fleur des pois emportée par un vent d'orage. Mais elle te reviendra pour toujours sur les ailes de la fortune. Non, chère Nini, je ne te dis pas adieu, je ne te quitterai jamais. Ne seras-tu pas l'âme de mes actions? L'espoir de t'apporter un bonheur indestructible n'animera-t-il pas mon entreprise? Ne dirigera-t-il point tous mes pas? Ne seras-tu pas toujours là? Non, ce ne sera pas le soleil de l'Inde, mais le feu de ton regard qui m'éclairera. Sois aussi heureuse qu'une femme peut l'être sans son amant. J'aurais bien voulu ne pas prendre pour dernier baiser un baiser où tu n'étais que passive. Mais, mon ange adoré, ma Nini, je n'ai pas voulu t'éveiller. À ton réveil, tu trouveras une larme sur ton front. Fais-en un talisman. Songe, songe à qui mourra peut-être pour toi, loin de toi. Songe moins au mari qu'à l'amant dévoué qui te confie à Dieu. Réponse de la comtesse de Manerville à son mari. Cher bien-aimé, dans quelle affliction me plonge ta lettre? Avais-tu le droit de prendre sans me consulter une résolution qui nous frappe également? Es-tu libre? Ne m'appartiens-tu pas? Ne suis-je pas à moitié créole? Ne pouvais-je donc te suivre? Tu m'apprends que je ne te suis pas indispensable. Que t'ai-je fait, Paul, pour me priver de mes droits? Que veux-tu que je devienne seule dans Paris? Pauvre ange, tu prends sur toi tous mes torts. Ne suis-je pas pour quelque chose dans cette ruine? Mes chiffons n'ont-ils pas bien pesé dans la balance? Tu m'as fait maudire la vie heureuse, insouciante que nous avons menée pendant 4 ans. Te savoir banni pour 6 ans, n'y a-t-il pas de quoi mourir? Fais-ton fortune en 6 ans. Reviendras-tu? J'étais bien inspirée quand je me refusais avec une obstination instinctive à cette séparation de biens que ma mère et toi vous avez voulu à toute force. Que vous disais-je alors? N'était-ce pas jeter sur toi de la déconsidération? N'était-ce pas ruiner ton crédit? Il a fallu que tu te sois fâché pour que j'aie cédé. Mon cher Paul, jamais tu n'as été si grand à mes yeux que tu l'es en ce moment. Ne désespérer de rien, aller chercher une fortune. Il faut ton caractère et ta force pour se conduire ainsi. Je suis à tes pieds. Un homme qui avoue sa faiblesse avec ta bonne foi, qui refait sa fortune par la même cause qui la lui a fait dissiper, par amour, par une irrésistible passion. Oh, Paul, cet homme est sublime. Va sans crainte, marche à travers les obstacles, sans douter de ta Nathalie, car ce serait douter de toi-même. Pauvre cher, tu veux vivre en moi?
Et moi, ne serai-je pas toujours en toi? Je ne serai pas ici, mais partout où tu seras, toi. Si ta lettre m'a causé de vives douleurs, elle m'a comblé de joie. Tu m'as fait en un moment connaître les deux extrêmes, car, en voyant combien tu m'aimes, j'ai été fière d'apprendre que mon amour était bien senti. Parfois, je croyais t'aimer plus que tu ne m'aimais. Maintenant, je me reconnais vaincue. Tu peux joindre cette supériorité délicieuse à toutes celles que tu as. Mais n'ai-je pas plus de raison de t'aimer, moi? Ta lettre, cette précieuse lettre où ton âme se révèle et qui m'a si bien dit que rien n'était perdu entre nous, restera sur mon cœur pendant ton absence. Car toute ton âme gît là, cette lettre est ma gloire. J'irai demeurer à Lanstrac avec ma mère. J'y serai comme morte au monde. J'économiserai nos revenus pour payer tes dettes intégralement. De ce matin, Paul, je suis une autre femme. Je dis adieu sans retour au monde. Je ne veux pas d'un plaisir que tu ne partagerais pas. D'ailleurs, Paul, je dois quitter Paris et aller dans la solitude. Cher enfant, apprends que tu as une double raison de faire fortune. Si ton courage avait besoin d'aiguillons, ce serait un autre cœur que tu trouverais maintenant en toi-même. Mon bon ami, ne devines-tu pas? Nous aurons un enfant. Vos plus chers désirs sont comblés, monsieur. Je ne voulais pas te causer de ces fausses joies qui tuent. Nous avons eu déjà trop de chagrin à ce sujet. Je ne voulais pas être forcée de démentir la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je suis certaine de ce que je t'annonce. Heureuse ainsi de jeter une joie à travers tes douleurs. Ce matin, ne me doutant de rien, te croyant sortie dans Paris, j'étais allée à l'Assomption et remercier Dieu. Pouvais-je prévoir un malheur? Tout me souriait pendant cette matinée. En sortant de l'église, j'ai rencontré ma mère. Elle avait appris ta détresse et arrivait en poste avec ses économies, avec 30 000 francs, espérant pouvoir arranger tes affaires. Quel cœur, Paul! J'étais joyeuse, je revenais pour t'annoncer ces deux bonnes nouvelles en déjeunant sous la tente de notre serre où je t'avais préparé les gourmandises que tu aimes. Augustine me remet ta lettre. Une lettre de toi, quand nous avions dormi ensemble. N'était-ce pas tout un drame? Il m'a pris un frisson mortel, et puis j'ai lu. J'ai lu en pleurant, et ma mère fondait en larmes aussi. Ne faut-il pas bien aimer un homme pour pleurer, car les pleurs enlaidissent une femme? J'étais à demi morte. Tant d'amour et tant de courage, tant de bonheur et tant de misère. Les plus riches fortunes du cœur et la ruine momentanée des intérêts. Ne pas pouvoir presser le bien-aimé dans le moment où l'admiration de sa grandeur vous étreint. Quelle femme eût résisté à cette tempête de sentiments? Te savoir loin de moi, quand ta main sur mon cœur m'aurait fait tant de bien, tu n'étais pas là pour me donner ce regard que j'aime tant, pour te réjouir avec moi de la réalisation de tes espérances. Et je n'étais pas près de toi pour adoucir tes peines par ces caresses qui te rendent ta Nathalie si chère et qui te font tout oublier. J'ai voulu partir, voler à tes pieds, mais ma mère m'a fait observer que le départ de la belle Amélie devait avoir lieu le lendemain, que la poste seule pouvait aller assez vite, et que, dans l'état où j'étais, ce serait une insigne folie que de risquer tout un avenir dans un chaos. Quoique déjà mère, j'ai demandé des chevaux, ma mère m'a trompée en me laissant croire qu'on les amènerait. Et elle a sagement agi. Les premiers malaises de la grossesse ont commencé. Je n'ai pu soutenir tant d'émotions violentes, et je me suis trouvée mal. J'étais crisolie. Les médecins ont exigé du repos pendant les premiers mois. Jusqu'alors, j'étais une femme frivole. Maintenant, je vais être une mère de famille. La providence est bien bonne pour moi, car un enfant à nourrir, à soigner, à élever, peut seul amoindrir les douleurs que me causera ton absence. J'aurai en lui un autre toi que je fêterai. J'avouerai hautement mon amour que nous avons si soigneusement caché. Je dirai la vérité. Ma mère a déjà trouvé l'occasion de démentir quelques calomnies qui courent sur ton compte. Les deux Vandenesse, Charles et Félix, t'ont bien noblement défendu. Mais ton ami de Marsay prend tout en raillerie. Il se moque de tes accusateurs, au lieu de leur répondre. Je n'aime pas cette manière de repousser légèrement des attaques sérieuses. Ne te trompes-tu pas sur lui? Néanmoins, je t'obéirai,
j'en ferai, mon ami. Sois bien tranquille, mon adoré, relativement aux choses qui touchent à ton honneur. N'est-il pas le mien? Mes diamants seront engagés. Nous allons, ma mère et moi, employer toutes nos ressources pour acquitter intégralement tes dettes et tâcher de racheter ton clos de belles roses. Ma mère, qui s'entend aux affaires comme un vrai procureur, t'a bien blâmé de ne pas t'être ouvert à elle. Elle n'aurait pas acheté, croyant te faire plaisir, le domaine de Grain-Rouge, qui se trouvait enclavé dans tes terres, et t'aurait pu prêter 130 000 francs. Elle est au désespoir du parti que tu as pris. Elle craint pour toi le séjour des Indes. Elle te supplie d'être sobre, de ne pas te laisser séduire par les femmes. » Je me suis mise à rire. Je suis sûre de toi comme de moi-même. Tu me reviendras riche et fidèle. Moi, seule au monde, connais ta délicatesse de femme et tes sentiments secrets qui font de toi comme une délicieuse fleur humaine digne du ciel. Les Bordelais avaient bien raison de te donner ton joli surnom. Qui donc soignera ma fleur délicate? J'ai le cœur percé par d'horribles idées. Moi, sa femme, sa Nathalie, être ici, quand déjà, peut-être, il souffre. Et moi, si bien unie à toi, ne pas partager tes peines, tes traverses, tes périls. À qui te confieras-tu? Comment as-tu pu te passer de l'oreille à qui tu disais tout? Chère sensitive, emportée par un orage, pourquoi t'es-tu déplantée du seul terrain où tu pourrais développer tes parfums? Il me semble que je suis seule depuis 2 siècles. J'ai froid aussi dans Paris. J'ai déjà bien pleuré. Être la cause de ta ruine. Quel texte aux pensées d'une femme aimante. Tu m'as traité en enfant à qui l'on donne tout ce qu'il demande, en courtisane pour laquelle un étourdi mange sa fortune. Ah, ta prétendue délicatesse a été une insulte. Crois-tu que je ne pouvais me passer de toilette, de bal, d'opéra, de succès? Suis-je une femme légère? Crois-tu que je ne puisse concevoir des pensées graves, servir à la fortune aussi bien que je servais à tes plaisirs? Si tu n'étais pas loin de moi, souffrant et malheureux, vous seriez bien grondé, monsieur, de tant d'impertinence. Ravaler votre femme à ce point. Mon Dieu, pourquoi donc allais-je dans le monde? Pour flatter ta vanité? Je me parais pour toi, tu le sais bien. Si j'avais des torts, je serais bien cruellement punie. Ton absence est une bien dure expiation de notre vie intime. Cette joie était trop complète, elle devait se payer par quelque grande douleur, et la voici venue. Après ces bonheurs si soigneusement voilés au regard curieux du monde, après ces fêtes continuelles entremêlées des folies secrètes de notre amour, il n'y a plus rien de possible que la solitude. La solitude, cher ami, nourrit les grandes passions, et j'y aspire. Que ferais-je dans le monde? À qui reporter mes triomphes? Ah, vivre à Lanstrac, cette terre arrangée par ton père, dans un château que tu as renouvelé si luxueusement, y vivre avec ton enfant, en t'attendant, en t'envoyant tous les soirs, tous les matins, la prière de la mère et de l'enfant, de la femme et de l'ange. Ne sera-ce pas un demi-bonheur? Vois-tu ces petites mains jointes dans les miennes? Te souviendras-tu, comme je vais m'en souvenir, tous les soirs, de ces félicités que tu m'as rappelées dans ta chère lettre? Oh oui, nous nous aimons autant l'un que l'autre. Cette bonne certitude est un talisman contre le malheur. Je ne doute pas plus de toi que tu ne doutes de moi. Quelle consolation puis-je te mettre ici, moi, désolée, moi, brisée, moi qui vois ces 6 années comme un désert à traverser? Allons, je ne suis pas la plus malheureuse. Ce désert ne sera-t-il pas animé par notre petit? Oui, je veux te donner un fils. Il le faut, n'est-ce pas? Allons, adieu, cher bien-aimé. Nos vœux et notre amour te suivront partout. Les larmes qui sont sur ce papier te diront-elles bien les choses que je ne puis exprimer? Reprends les baisers que tu mets, là, au bas, dans ce carré. Ta Nathalie. Cette lettre engagea Paul dans une rêverie autant causée par l'ivresse où le plongeaient ses témoignages d'amour que par ses plaisirs évoqués à dessein. Et il les reprenait un à un,
afin de s'expliquer la grossesse de sa femme. Plus un homme est heureux, plus il tremble. Chez les âmes exclusivement tendres, et la tendresse comporte un peu de faiblesse, la jalousie et l'inquiétude sont en raison directe du bonheur et de son étendue. Les âmes fortes ne sont ni jalouses ni craintives. La jalousie est un doute, la crainte est une petitesse. La croyance sans borne est le principal attribut du grand homme s'il est trompé. La force aussi bien que la faiblesse peuvent rendre l'homme également dupe. Son mépris lui sert alors de hache, il tranche tout. Cette grandeur est une exception. À qui n'arrive-t-il pas d'être abandonné de l'esprit qui soutient notre frêle machine et d'écouter la puissance inconnue qui nie tout? Paul, accroché par quelques faits irrécusables, croyait et doutait tout à la fois. Perdu dans ses pensées, en proie à une terrible incertitude involontaire, mais combattu par les gages d'un amour pur et par sa croyance en Nathalie, il relut 2 fois cette lettre diffuse, sans pouvoir en rien conclure, ni pour ni contre sa femme. L'amour est aussi grand par le bavardage que par la concision. Pour bien comprendre la situation dans laquelle allait entrer Paul, il faut se le représenter flottant sur l'océan comme il flottait sur l'immense étendue de son passé, revoyant sa vie entière ainsi qu'un ciel sans nuages, et finissant par revenir, après les tourbillons du doute, à la fois pure, entière, sans mélange, du fidèle, du chrétien, de l'amoureux, que rassurait la voix du cœur. Et d'abord, il est également nécessaire de rapporter ici la lettre à laquelle répondait Henri de Marsay. Lettre du comte Paul de Manerville à monsieur le marquis Henri de Marsay. Henri, je vais te dire un des plus grands mots qu'un homme puisse dire à son ami. Je suis ruiné. Quand tu me liras, je serai prêt à partir de Bordeaux pour Calcutta, sur le navire La Belle Amélie. Tu trouveras chez ton notaire un acte qui n'attend que ta signature pour être complet, et dans lequel je te loue pour 6 ans mon hôtel, par un bail simulé. Tu remettras une contre-lettre à ma femme. Je suis forcé de prendre cette précaution pour que Nathalie puisse rester chez elle sans avoir à craindre d'en être chassée. Je te transporte également les revenus de mon majorat pendant 4 années, le tout contre une somme de 150 000 francs que je te prie d'envoyer en une lettre de change sur une maison de Bordeaux à l'ordre de Mathias. Ma femme te donnera sa garantie en surérogation de mes revenus. Si l'usufruit de mon majorat te payait plus promptement que je ne le suppose, nous compterons à mon retour. La somme que je te demande est indispensable pour aller tenter la fortune. Et, si je t'ai bien connu, je dois la recevoir sans phrase à Bordeaux, la veille de mon départ. Je me suis conduit comme tu te serais conduit à ma place. J'ai tenu bon jusqu'au dernier moment sans laisser soupçonner ma ruine. Puis, quand le bruit de la saisie immobilière de mes biens disponibles est venu à Paris, j'avais fait de l'argent avec 100 000 francs de lettres de change pour essayer du jeu. Quelques coups du hasard pouvaient me rétablir. J'ai perdu. Comment me suis-je ruiné? Volontairement, mon cher Henri. Dès le premier jour, j'ai vu que je ne pouvais tenir au train que je prenais. Je savais le résultat. J'ai voulu fermer les yeux, car il m'était impossible de dire à ma femme « Quittons Paris, allons vivre à Lanstrac ». Je me suis ruiné pour elle, comme on se ruine pour une maîtresse, mais avec certitude. Entre nous, je ne suis ni un niais, ni un homme faible. Un niais ne se laisse pas dominer, les yeux ouverts par une passion. Puis un homme qui va reconstruire sa fortune aux Indes, au lieu de se brûler la cervelle, cet homme a du courage. Je reviendrai riche ou ne reviendrai pas. Seulement, cher ami, comme je ne veux de fortune que pour elle, que je ne veux être la dupe de rien, que je serai 6 ans absent, je te confie ma femme. Tu as assez de bonne fortune pour respecter Nathalie et m'accorder toute la probité du sentiment qui nous lie. Je ne sais pas de meilleur gardien que toi. Je laisse ma femme sans enfant. Un amant serait bien dangereux pour elle. Sache-le, mon beau Marsay, j'aime éperdument Nathalie, bassement, sans vergogne.
Je lui pardonnerai, je crois, une infidélité, non parce que je suis certain de pouvoir me venger, dussé-je en mourir, mais parce que je me tuerais pour la laisser heureuse, si je ne pouvais faire son bonheur moi-même. Que puis-je craindre ? Nathalie a pour moi cette amitié véritable, indépendante de l'amour, mais qui conserve l'amour. Elle a été traitée par moi comme un enfant gâté. J'éprouvais tant de bonheur dans mes sacrifices. L'un amenait si naturellement l'autre qu'elle serait un monstre si elle me trompait. L'amour vaut l'amour. Hélas, veux-tu tout savoir, mon cher Henri ? Je viens de lui écrire une lettre où je lui laisse croire que je pars l'espoir au cœur, le front serein, que je n'ai ni doute, ni jalousie, ni crainte. Une lettre comme en écrivent les fils qui veulent cacher à leur mère qu'ils vont à la mort. Mon Dieu, de Marsay, j'avais l'enfer en moi. Je suis l'homme le plus malheureux du monde. À toi les cris, à toi les grincements de dents. Je t'avoue les pleurs de l'amant désespéré. J'aimerais mieux rester 6 ans balayeur sous ses fenêtres que de revenir millionnaire après 6 ans d'absence, si cela était possible. J'ai d'horribles angoisses. Je marcherai de douleur en douleur jusqu'à ce que tu m'aies écrit un mot par lequel tu accepteras un mandat que toi seul au monde peux remplir et accomplir. Oh, mon cher de Marsay, cette femme est indispensable à ma vie. Elle est mon air et mon soleil. Prends-la sous ton égide. Garde-la moi fidèle. Quand même, ce serait contre son gré. Oui, je serais encore heureux d'un demi-bonheur. Sois son chaperon. Je n'aurais nulle défiance de toi. Prouve-lui qu'en me trahissant, elle serait vulgaire, qu'elle ressemblerait à toutes les femmes, et qu'il y aurait de l'esprit à me rester fidèle. Elle doit avoir encore assez de fortune pour continuer sa vie molle et sans souci. Mais si elle manquait de quelque chose, si elle avait des caprices, fais-toi son banquier. Ne crains rien. Je reviendrai riche. Après tout, mes terreurs sont sans doute vaines. Nathalie est un ange de vertu. Quand Félix de Vandenesse, épris de belle passion pour elle, s'est permis quelques assiduités, je n'ai eu qu'à faire apercevoir le danger à Nathalie. Elle m'a tout aussitôt remercié si affectueusement que j'en étais ému aux larmes. Elle m'a dit qu'il ne convenait pas à sa réputation qu'un homme quittât brusquement sa maison, mais qu'elle saurait le congédier. Elle l'a en effet reçu très froidement, et tout s'est terminé pour le mieux. Nous n'avons pas eu d'autre sujet de discussion en 4 ans, si toutefois on peut appeler discussion la causerie de 2 amis. Allons, mon cher Henri, je te dis adieu en homme. Le malheur est venu. Par quelque cause que ce soit, il est là. J'ai mis Habiba. La misère et Nathalie sont 2 termes inconciliables. La balance sera d'ailleurs très exacte entre mon passif et mon actif. Ainsi, personne ne pourra se plaindre de moi. Mais si quelque chose d'imprévu mettait mon honneur en péril, je compte sur toi. Enfin, si quelque événement grave arrivait, tu peux m'envoyer tes lettres sous l'enveloppe du gouverneur des Indes, à Calcutta. J'ai quelques relations d'amitié dans sa maison, et quelqu'un m'y gardera les lettres qui me viendront d'Europe. Cher ami, je désire te retrouver le même à mon retour. L'homme qui sait se moquer de tout et qui néanmoins est accessible aux sentiments d'autrui, quand il s'accorde avec le grandiose que tu sens en toi-même. Tu restes à Paris, toi. Au moment où tu liras ceci, je crierai « À Carthage !» Réponse du marquis Henri de Marsay au comte Paul de Manerville. Ainsi, monsieur le comte, tu t'es enfoncé, monsieur l'ambassadeur a sombré. Voilà donc les belles choses que tu faisais. Pourquoi, Paul, t'es-tu caché de moi? Si tu m'avais dit un seul mot, mon pauvre bonhomme, je t'aurais éclairé sur ta position. Ta femme m'a refusé sa garantie. Puisse ce seul mot te dessiller les yeux. S'il ne suffisait pas, apprends que tes lettres de change ont été protestées à la requête d'un sieur L'Écuyer, ancien premier clerc d'un sieur Solonais, notaire à Bordeaux. Cet usurier en herbe, arrivé de Gascogne pour faire ici des tripotages, est le prête-nom
de ta très honorée belle-mère, créancière réelle des 100 000 francs pour lesquels la bonne femme t'a compté, dit-on, 70 000 francs. Comparé à madame Évangélista, le papa Gobseck est une flanelle, un velours, une potion calmante, une meringue à la vanille, un oncle à dénouement. Ton clos de Belle-Rose sera la proie de ta femme, à laquelle sa mère donnera la différence entre le prix de l'adjudication et le montant de ses reprises. Madame Évangélista aura le gadet et Grassol, et les hypothèques qui grèvent ton hôtel à Bordeaux lui appartiennent sous le nom des hommes de paille que lui a trouvés ce Solonais. Ainsi, ces deux excellentes créatures réuniront 120 000 livres de rente, somme à laquelle s'élève le revenu de tes biens, joint à 30 et quelques mille francs en inscription sur le grand livre que les petites chattes possèdent. La garantie de ta femme était inutile. Ce judicieur l'écuyer est venu ce matin m'offrir le remboursement de la somme que je t'ai prêtée contre un transport en bonne forme de mes droits. La récolte de 1825 que ta belle-mère a dans tes caves de Lanstrac lui suffit pour me payer. Ainsi, ces deux femmes ont déjà calculé que tu devais être en mer. Mais je t'envoie ma lettre par un courrier, afin que tu sois encore à temps de suivre les conseils que je vais te donner. J'ai fait causer ce l'écuyer. J'ai saisi dans ses mensonges, dans ses paroles et dans ses réticences, les fils qui me manquaient pour faire reparaître la trame entière de la conspiration domestique ourdie contre toi. Ce soir, à l'ambassade d'Espagne, j'offrirai mes compliments d'admiration à ta belle-mère et à ta femme. Je ferai la cour à madame Évangélista. Je t'abandonnerai lâchement. Je te dirai d'adroites injures. Quelque chose de grossier serait trop tôt découvert par ce sublime mascarille en jupon. Comment l'as-tu mise contre toi? Voilà ce que je veux savoir. Si tu avais eu l'esprit d'être amoureux de cette femme avant d'épouser sa fille, tu serais aujourd'hui pair de France, duc de Manerville et ambassadeur à Madrid. Si tu m'avais appelé près de toi lors de ton mariage, je t'aurais aidé à connaître, analyser les deux femmes avec lesquelles tu t'engageais. Et de ces observations faites en commun, il serait sorti quelques conseils utiles. N'étais-je pas le seul de tes amis en position de respecter ta femme? Étais-je à craindre? Après m'avoir jugé, ces deux femmes ont eu peur de moi et nous ont séparés. Si tu ne m'avais pas bêtement fait la moue, elle ne t'aurait pas dévoré. Ta femme a bien aidé à notre refroidissement. Elle était serinée par sa mère, à qui elle écrivait 2 lettres dans la semaine, et tu n'y as jamais pris garde. J'ai bien reconnu mon Paul quand j'ai su ce détail. Dans un mois, je serai assez près de ta belle-mère pour apprendre d'elle la raison de la haine hispano-italienne qu'elle t'a vouée, à toi, le meilleur homme du monde. Te haïssait-elle avant que sa fille n'aimât Félix de Vandenesse? Ou te chasse-t-elle jusque dans les Indes pour rendre sa fille aussi libre que l'est en France une femme séparée de corps et de biens? Là est le problème. Je te vois bondissant et hurlant en apprenant que ta femme aime à la folie Félix de Vandenesse. Si je n'avais pas eu la fantaisie de faire un tour en Orient avec Montriveau, Ronquerolles et quelques autres bons vivants de ta connaissance, j'aurais pu te dire quelque chose de cette intrigue qui commençait quand je suis parti. Je voyais poindre alors les germes de ton malheur. Mais quel gentilhomme assez dépravé pourrait entamer de semblables questions sans une première ouverture? Qui oserait nuire à une femme? Qui briserait le miroir aux illusions où l'un de nos amis se complaît à regarder les féeries d'un heureux mariage? Les illusions ne sont-elles pas la fortune du cœur? Ta femme, chère amie, n'était-elle pas, dans la plus large acception du mot, une femme à la mode? Elle ne pensait qu'à ses succès, à sa toilette. Elle allait au Bouffon, à l'opéra, au bal, se levait tard, se promenait au bois, dînait en ville ou donnait elle-même à dîner. Cette vie me semble être pour les femmes ce qu'est la guerre pour les hommes. Le public ne voit que les vainqueurs, il oublie les morts. Si les femmes délicates périssent à ce métier, celles qui résistent doivent avoir des organisations de fer, conséquemment peu de cœur et des estomacs excellents. Là est la raison de l'insensibilité, du froid des salons. Les belles âmes restent dans la solitude, les natures faibles et tendres succombent. Il ne reste que des galets qui maintiennent l'océan social dans ses bornes en se laissant frotter, arrondir par le flot.
sans s'user. Ta femme résistait admirablement à cette vie. Elle y semblait habituée. Elle apparaissait toujours fraîche et belle. Pour moi, la conclusion était facile à tirer. Elle ne t'aimait pas, et tu l'aimais comme un fou. Pour faire jaillir l'amour dans cette nature siliceuse, il fallait un homme de fer. Après avoir subi, sans y rester, le choc de Lady Dudley, la femme de mon vrai père, Félix devait être le fait de Nathalie. Il n'y avait pas grand mérite à deviner que tu lui étais indifférent, à ta femme. De cette indifférence au déplaisir, il n'y avait qu'un pas, et, tôt ou tard, un rien, une discussion, un mot, un acte d'autorité pouvait le faire sauter à ta femme. J'aurais pu te raconter à toi-même la scène qui se passait tous les soirs dans sa chambre à coucher, entre vous deux. Tu n'as pas d'enfant, mon cher. Ce mot n'explique-t-il pas bien des choses à un observateur ? Amoureux, tu ne pouvais guère t'apercevoir de la froideur naturelle à une jeune femme que tu as formée à point pour Félix de Vandenesse. Eusses-tu trouvé ta femme froide ? La stupide jurisprudence des gens mariés te poussait à faire honneur de sa réserve, à son innocence. Comme tous les maris, tu croyais pouvoir la maintenir vertueuse dans un monde où les femmes s'expliquent d'oreille à oreille ce que les hommes n'osent dire, où tout ce qu'un mari n'apprend pas à sa femme est spécifié. Commenté sous l'éventail en riant, en badinant, à propos d'un procès ou d'une aventure. Si ta femme aimait les bénéfices sociaux du mariage, elle en trouvait les charges un peu lourdes. La charge, l'impôt, c'était toi. Ne voyant rien de ces choses, tu allais creusant des abîmes et les couvrant de fleurs, suivant l'éternelle phrase de la rhétorique. Tu obéissais tout doucement à la loi qui régit le commun des hommes, et de laquelle j'avais voulu te garantir. Cher enfant, il ne te manquait plus, pour être aussi bête que le bourgeois trompé par son épouse et qui s'en étonne, ou s'en épouvante, ou s'en fâche, que de me parler de tes sacrifices, de ton amour pour Nathalie, de venir me chanter. Elle serait bien ingrate si elle me trahissait. J'ai fait cela, j'ai fait ceci, je ferai mieux, j'irai pour elle aux Indes, etc. Mon cher Paul, as-tu donc vécu dans Paris? As-tu donc l'honneur d'appartenir par les liens de l'amitié à Henri de Marsay? Pour ignorer les choses les plus vulgaires, les premiers principes qui meuvent le mécanisme féminin, l'alphabet de leur cœur? Exterminez-vous. Allez pour une femme à Sainte-Pélagie, tuez 22 hommes, abandonnez 7 filles, servez Laban, traversez le désert, côtoyez le bagne, couvrez-vous de gloire, couvrez-vous de honte, refusez comme Nelson de livrer bataille pour aller baiser l'épaule de Lady Hamilton, comme Bonaparte, battez le vieux Wormser, fendez-vous sur le pont d'Arcole, délirez comme Roland, cassez-vous une jambe éclissée pour valser 6 minutes avec une femme. Mon cher, qu'est-ce que ces choses ont à faire avec l'amour? Si l'amour se déterminait sur de tels échantillons, l'homme serait trop heureux. Quelque prouesse faite dans le moment du désir lui donnerait la femme aimée. L'amour, mon gros Paul, mais c'est une croyance comme celle de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge. Cela vient ou cela ne vient pas. À quoi servent des flots de sang versé? Les mines du Potose ou la gloire pour faire naître un sentiment involontaire inexplicable? Les jeunes gens comme toi, qui veulent être aimés par balance de compte, me semblent être d'ignobles usuriers. Nos femmes légitimes nous doivent des enfants et de la vertu, mais elles ne nous doivent pas l'amour. Paul, aie la conscience du plaisir donné et reçu, la certitude de le donner et de le recevoir. L'amour est un désir incessamment mouvant, incessamment satisfait et insatiable. Le jour où Vandenesse a remué dans le cœur de ta femme la corde du désir que tu y laissais vierge, tes fanfaronnades amoureuses, tes torrents de cervelle et d'argent, n'ont pas même été des souvenirs. Tes nuits conjugales semées de roses, fumées, ton dévouement, un remords à offrir, ta personne, une victime à égorger sur l'autel, ta vie antérieure, ténèbres, une émotion d'amour effarait tes trésors de passion, qui n'étaient plus que de la vieille ferraille. Il a eu, lui, Félix, toutes les beautés, tous les dévouements,
Gratis, peut-être, mais en amour, la croyance équivaut à la réalité. Ta belle-mère a donc été naturellement du parti de l'amant contre le mari. Secrètement ou patiemment, elle a fermé les yeux, ou elle les a ouverts, je ne sais ce qu'elle a fait, mais elle a été pour sa fille, contre toi. Depuis 15 ans que j'observe la société, je ne connais pas une mère qui, dans cette circonstance, ait abandonné sa fille. Cette indulgence est un héritage transmis de femme en femme. Quel homme peut la leur reprocher? Quel rédacteur du Code civil, qui a vu des formules là où il n'existe que des sentiments? La dissipation dans laquelle te jetait la vie d'une femme à la mode, la pente d'un caractère facile et ta vanité, peut-être, ont fourni les moyens de se débarrasser de toi par une ruine habilement concertée. De tout ceci, tu concluras, mon bon ami, que le mandat dont tu me chargeais, et dont je me serais d'autant plus glorieusement acquitté qu'il m'aurait amusé, se trouve comme nul et non avenu. Le mal à prévenir est accompli. Consummatum est. Pardonne-moi, mon ami, de t'écrire à la de Marsay, comme tu disais, sur des choses qui doivent te paraître graves. Loin de moi l'idée de pirouetter sur la tombe d'un ami, comme les héritiers sur celle d'un parent. Mais tu m'as écrit que tu devenais homme. Je te crois, je te traite en politique et non en amoureux. Pour toi, cet accident n'est-il pas comme la marque à l'épaule qui décide un forçat à se jeter dans une vie d'opposition systématique et à combattre la société? Te voilà dégagé d'un souci. Le mariage te possédait, tu possèdes maintenant le mariage. Paul, je suis ton ami dans toute l'acception du mot. Si tu avais eu la cervelle cerclée dans un crâne d'airain, si tu avais eu l'énergie qui t'est venue trop tard, je t'aurais prouvé mon amitié par des confidences qui t'auraient fait marcher sur l'humanité comme sur un tapis. Mais quand nous causions des combinaisons auxquelles j'ai dû la faculté de m'amuser avec quelques amis au sein de la civilisation parisienne, comme un bœuf dans la boutique d'un faïencier, quand je te racontais sous des formes romanesques les véritables aventures de ma jeunesse, tu les prenais en effet pour des romans, sans en voir la portée. Aussi, n'ai-je pu te considérer que comme une passion malheureuse. Eh bien, foi d'homme, dans les circonstances actuelles, tu joues le beau rôle, et tu n'as rien perdu de ton crédit auprès de moi, comme tu pourrais le croire. Si j'admire les grands fourbes, j'estime et j'aime les gens trompés. À propos de ce médecin qui a si mal fini, conduit à l'échafaud par son amour pour une maîtresse, je t'ai raconté l'histoire bien autrement belle de ce pauvre avocat qui vit dans je ne sais quel bagne, marqué pour un faux, et qui voulait donner à sa femme, une femme adorée aussi, 30 000 livres de rente, mais que sa femme a dénoncé pour se débarrasser de lui et vivre avec un monsieur. Tu t'es récrié, toi et quelques niais qui soupaient avec nous. Eh bien, mon cher, tu es l'avocat, moins le bagne. Tes amis ne te font pas grâce de la considération qui, dans notre société, vaut un jugement de cour d'assises. La sœur des deux Vandernès, la marquise de Listomère et toute sa coterie, où s'est tant régimenté le petit Rastignac, un drôle qui commence à percer. Madame d'Aiglemont et son salon, où règne Charles de Vandenesse. Les Lenoncourt, la comtesse Ferraud, Madame d'Espard, les Nucingen, l'ambassade d'Espagne. Enfin, tout un monde soufflé fort habilement te couvre d'accusations boueuses. Tu es un mauvais sujet, un joueur, un débauché qui a mangé stupidement ta fortune. Après avoir payé tes dettes plusieurs fois, ta femme, un ange de vertu, vient d'acquitter 100 000 francs de lettres de change, quoique séparées de biens. Heureusement, tu t'es rendu justice en disparaissant. Si tu avais continué, tu l'aurais mise sur la paille. Elle eût été victime de son dévouement conjugal. Quand un homme arrive au pouvoir, il a toutes les vertus d'une épitaphe. Qu'il tombe dans la misère, il a plus de vices que n'en avait l'enfant prodigue. Tu ne saurais imaginer combien le monde te prête de péchés à la Don Juan. Tu jouais à la bourse, tu avais des goûts licencieux, dont la satisfaction te coûtait des sommes énormes et dont l'explication exige des commentaires et des plaisanteries qui font rêver les femmes. Tu payais des intérêts horribles aux usuriers. Les deux Vandenesse racontent, en riant,
comme quoi Gobseck te donnait pour 6 000 francs une frégate en ivoire et la faisait racheter pour 100 écus à ton valet de chambre, afin de te la revendre. Comme quoi tu la démolis solennellement en t'apercevant que tu pouvais avoir un véritable brick avec l'argent qu'il te coûtait. L'histoire est arrivée à Maxime de Trailles, il y a 9 ans. Mais elle te va si bien que Maxime a pour toujours perdu le commandement de sa frégate. Enfin, je ne puis te dire tout, car tu fournis à une encyclopédie de cancans que les femmes ont intérêt à grossir. Dans cet état de choses, les plus prudes ne légitiment-elles pas les consolations du comte Félix de Vandenesse? Leur père est enfin mort, hier. Ta femme a le plus prodigieux succès. Hier, Madame de Camp me répétait ces belles choses aux Italiens. « Ne m'en parlez pas, lui ai-je répondu. Vous ne savez rien, vous autres. Paul a volé la banque et abusé le trésor royal. Il a assassiné Ezelin, fait mourir 3 Médora de la rue Saint-Denis, et je le crois associé, je vous le dis entre nous, avec la bande des 10 000. Son intermédiaire est le fameux Jacques Collin, sur qui la police n'a pu remettre la main depuis qu'il s'est encore une fois évadé du bagne. Paul le logeait dans son hôtel. Vous voyez, il est capable de tout. Il trompe le gouvernement. Ils sont partis tous deux pour aller travailler dans les Indes et voler le grand Mogol. Là, de Camp a compris qu'une femme distinguée comme elle ne doit pas convertir ses belles lèvres en gueules de bronze vénitienne. En apprenant ces tragicomédies, beaucoup de gens refusent d'y croire. Ils prennent le parti de la nature humaine et de ses beaux sentiments. Ils soutiennent que c'est des fictions. Mon cher, Talleyrand a dit ce magnifique mot « Tout arrive ». Certes, il se passe sous nos yeux des choses encore plus étonnantes que ne l'est ce complot domestique. Mais le monde a tant d'intérêt à les démentir, à se dire calomniés, puis ces magnifiques drames se jouent si naturellement, avec un vernis de si bon goût, que souvent j'ai besoin d'éclaircir le verre de ma lorgnette pour voir le fond des choses. Mais, je te le répète, quand un homme est de mes amis, quand nous avons reçu ensemble le baptême du vin de Champagne, communié ensemble à l'autel de la Vénus commode, quand nous nous sommes fait confirmer par les doigts crochus du jeu, et que mon ami se trouve dans une position fausse, je briserai 20 familles pour le remettre au droit. Tu dois bien voir ici que je t'aime. Ai-je jamais, à ta connaissance, écrit des lettres aussi longues que l'est celle-ci? Lis donc avec attention ce qu'il me reste à te dire. Et hélas, Paul, il faut bien se livrer à l'écriture. Je dois m'habituer à minuter des dépêches. J'aborde la politique. Je veux avoir, dans 5 ans, un portefeuille de ministre ou quelque ambassade d'où je puisse remuer les affaires publiques à ma fantaisie. Il vient un âge où la plus belle maîtresse que puisse servir un homme est sa nation. Je me mets dans les rangs de ceux qui renversent le système aussi bien que le ministère actuel. Enfin, je vogue dans les eaux d'un certain prince qui n'est manchot que du pied et que je regarde comme un politique de génie dont le nom grandira dans l'histoire. Un prince complet, comme peut l'être un grand artiste. Nous sommes Ronquerolles, Montriveau, les Grandlieu, la Ruche Hugon, Cerisy, Féraud et Granville, tous alliés contre le parti prêtre. Comme dit ingénieusement le parti niais, représenté par le constitutionnel. Nous voulons renverser les 2 Vandenesse, les ducs de Lenoncourt, de Navarreins, de Langeais et de la Grande Aumônerie. Pour triompher, nous irons jusqu'à nous réunir à Lafayette, aux orléanistes, à la gauche, gens à égorger le lendemain de la victoire, car tout gouvernement est impossible avec leurs principes. Nous sommes capables de tout pour le bonheur du pays et pour le nôtre. Les questions personnelles en fait de roi sont aujourd'hui des sottises sentimentales. Il faut en déblayer la politique. Sous ce rapport, les Anglais, avec leur façon de doge, sont plus avancés que nous ne le sommes. La politique n'est plus là, mon cher. Elle est dans l'impulsion à donner à la nation en créant une oligarchie où demeure une pensée fixe de gouvernement et qui dirige les affaires publiques
dans une voie droite, au lieu de laisser tirailler le pays en 1000 sens différents, comme nous l'avons été depuis 40 ans dans cette belle France, si intelligente et si niaise, si folle et si sage, à laquelle il faudrait un système plutôt que des hommes. Que sont les personnes dans cette belle question? Si le but est grand, si elle vit plus heureuse et sans trouble, qu'importe à la masse les profits de notre gérance, notre fortune, nos privilèges et nos plaisirs. Je suis maintenant carré par ma base. J'ai aujourd'hui 150 000 livres de rente dans les 3% et me réserve de 200 000 francs pour parer à des pertes. Ceci me semble encore peu de chose dans la poche d'un homme qui part du pied gauche pour escalader le pouvoir. Un événement heureux a décidé mon entrée dans cette carrière qui me souriait peu. Car tu sais combien j'aime la vie orientale. Après 35 ans de sommeil, ma très honorée mère s'est réveillée en se souvenant qu'elle avait un fils qui lui faisait honneur. Souvent, quand on arrache un plant de vigne, à quelques années de là, certains ceps reparaissent à fleur de terre. Eh bien, mon cher, quoique ma mère m'eût presque arraché de son cœur, j'ai repoussé dans sa tête. À 58 ans, elle se trouve assez vieille pour ne plus pouvoir penser à un autre homme qu'à son fils. En cette circonstance, elle a rencontré, dans je ne sais quelle bouilloire d'eau thermale, une délicieuse vieille fille anglaise, riche de 240 000 livres de rente, à laquelle, en bonne mère, elle a inspiré l'audacieuse ambition de devenir ma femme. Une fille de 36 ans, ma foi, élevée dans les meilleurs principes puritains, une vraie couveuse qui soutient que les femmes adultères devraient être brûlées publiquement. Où prendrait-on du bois? Lui ai-je dit. Je l'aurais bien envoyé à tous les diables, attendu que 240 000 livres de rente ne sont pas l'équivalent de ma liberté, de ma valeur physique ou morale, ni de mon avenir. Mais elle est seule et unique héritière d'un vieux podagre, quelque brasseur de Londres qui, dans un délai calculable, doit lui laisser une fortune au moins égale à celle dont est déjà douée la mignonne. Outre ces avantages, elle a le nez rouge, des yeux de chèvre morte, une taille qui me fait craindre qu'elle ne se casse en 3 morceaux si elle tombe. Elle a l'air d'une poupée mal coloriée. Mais elle est d'une économie ravissante. Mais elle adorera son mari quand même. Mais elle a le génie anglais. Elle me tiendra mon hôtel, mes écuries, ma maison, mes terres, mieux que ne le ferait un intendant. Elle a toute la dignité de la vertu. Elle se tient droite comme une confidente du théâtre français. Rien ne m'ôterait d'idée qu'elle a été empalée et que le pal s'est brisé dans son corps. Miss Stevens est d'ailleurs assez blanche pour n'être pas trop désagréable à épouser quand il le faudra absolument. Mais, et ceci m'affecte, elle a les mains d'une fille vertueuse comme l'Arche sainte. Elles sont si rougeaudes que je n'ai pas encore imaginé le moyen de les lui blanchir sans trop de frais, et je ne sais comment lui en effiler les doigts qui ressemblent à des boudins. Oh, elle tient évidemment au brasseur par main et à l'aristocratie par son argent. Mais elle affecte un peu trop les grandes manières, comme les riches anglaises qui veulent se faire prendre pour des ladies, et ne cache pas assez ses pattes de homard. Elle a d'ailleurs aussi peu d'intelligence que j'en veux chez une femme. S'il en existait une plus bête, je me mettrais en route pour l'aller chercher. Jamais cette fille, qui se nomme Dinah, ne me jugera. Jamais elle ne me contrariera. Je serai sa chambre haute, son lord, ses communes. Enfin, Paul, cette fille est une preuve irrécusable du génie anglais. Elle offre un produit de la mécanique anglaise arrivé à son dernier degré de perfectionnement. Elle a certainement été fabriquée à Manchester entre l'atelier des plumes Perry et celui des machines à vapeur. Ça mange, ça marche, ça boit, ça pourra faire des enfants, les soigner, les élever admirablement, et ça joue la femme à croire que c'en est une. Quand ma mère nous a présentés l'un à l'autre, elle avait si bien monté la machine, elle en avait si bien repassé les chevilles, tant mis d'huile dans les rouages, que rien n'a crié. Puis,
Quand elle a vu que je ne faisais pas trop la grimace, elle a lâché les derniers ressorts. Cette fille a parlé. Enfin, ma mère a lâché aussi le dernier mot. Miss Dinah Stevens ne dépense que 30 000 francs par an et voyage par économie depuis 7 ans. Il existe donc un second magot, et en argent. Les affaires sont tellement avancées que les publications sont à terme. Nous en sommes à My Dear Love. Miss me fait des yeux à renverser un portefeuille. Les arrangements sont pris. Il n'est point question de ma fortune. Miss Stevens consacre une partie de la sienne à un majorat en fonds de terre d'un revenu de 240 000 francs et à l'achat d'un hôtel qui en dépendra. La dot avérée, dont je serai responsable, est d'1 million. Elle n'a pas à se plaindre, je lui laisse intégralement son oncle. Le bon brasseur, qui a contribué d'ailleurs au majorat, a failli crever de joie en apprenant que sa nièce devenait marquise. Il est capable de faire un sacrifice pour mon aîné. Je retirerai ma fortune des fonds publics aussitôt qu'ils atteindront 80 et je placerai tout en terre. Dans 2 ans, je puis avoir 400 000 livres en revenus territoriaux. Une fois le brasseur en bière, je puis compter sur 600 000 livres de rente. Tu le vois, Paul, je ne donne à mes amis que les conseils dont je fais usage pour moi-même. Si tu m'avais écouté, tu aurais une Anglaise, quelques filles de nabab qui te laisseraient l'indépendance du garçon et la liberté nécessaire pour jouer le whist de l'ambition. Je te céderais ma future femme si tu n'étais pas marié. Mais il n'en est pas ainsi. Je ne suis pas homme à te faire remâcher ton passé. Ce préambule était nécessaire pour t'expliquer que je vais avoir l'existence nécessaire à ceux qui veulent jouer le grand jeu d'Onchet. Je ne te faudrai point, mon ami. Au lieu d'aller te mariner dans les Indes, il est beaucoup plus simple de naviguer de conserve avec moi dans les eaux de la Seine. Crois-moi, Paris est encore le pays d'où sourd le plus abondamment la fortune. Le Potose est situé rue Vivienne, ou rue de la Paix, à la place Vendôme, ou rue de Rivoli. En toute autre contrée, des œuvres matérielles, des sueurs de commissionnaires, des marches et des contre-marches sont nécessaires à l'édification d'une fortune. Mais ici, les pensées suffisent. Ici, tout homme, même médiocrement spirituel, aperçoit une mine d'or en mettant ses pantoufles, en se curant les dents après dîner, en se couchant, en se levant. Trouve un lieu du monde où une bonne idée bien bête rapporte davantage et soit plutôt comprise. Si j'arrive en haut de l'échelle, crois-tu que je sois homme à te refuser une poignée de main, un mot, une signature? Ne nous faut-il pas, à nous autres, jeunes roués, un ami sur lequel nous puissions compter, quand ce ne serait que pour le compromettre en notre lieu et place, pour l'envoyer mourir comme simple soldat afin de sauver le général? La politique est impossible sans un homme d'honneur avec qui l'on puisse tout dire et tout faire. Voici donc ce que je te conseille. Laisse partir la belle Amélie. Reviens ici comme la foudre. Je te ménagerai un duel avec Félix de Vandenesse, et tu tireras le premier, et tu me l'abattras comme un pigeon. En France, le mari insulté qui tue son rival devient un homme respectable et respecté. Personne ne s'en moque. La peur, mon cher, est un élément social, un moyen de succès pour ceux qui ne baissent les yeux sous le regard de personne. Moi qui me soucie de vivre comme de boire une tasse de lait d'ânesse, et qui n'ai jamais senti l'émotion de la peur, j'ai remarqué, mon cher, les étranges effets produits par ce sentiment dans nos mœurs modernes. Les uns tremblent de perdre les jouissances auxquelles ils se sont accoquinés. Les autres tremblent de quitter une femme. Les mœurs aventureuses d'autrefois, où l'on jetait la vie comme un chausson, n'existent plus. La bravoure de beaucoup de gens est un calcul habilement fait sur la peur qui saisit leur adversaire. Les Polonais se battent seuls en Europe pour le plaisir de se battre. Ils cultivent encore l'art pour l'art et non par spéculation. Tu, Vandenesse, et ta femme tremble, et ta belle-mère tremble, et le public tremble, et tu te réhabilites, et tu publies ta passion insensée pour ta femme, et l'on te croit, et tu deviens un héros. Telle est la France. Je ne suis pas à 100 000 francs près avec toi. Tu payeras tes principales dettes.
Tu arrêteras ta ruine en vendant tes propriétés à réméré, car tu auras promptement une position qui te permettra de rembourser avant terme tes créanciers. Puis, une fois éclairé sur le caractère de ta femme, tu la domineras par une seule parole. En l'aimant, tu ne pouvais pas lutter avec elle, mais en ne l'aimant plus, tu auras une force indomptable. Je t'aurai rendu ta belle-mère souple comme un gant, car il s'agit de te retrouver avec les 150 000 livres de rente que ces deux femmes se sont ménagées. Ainsi renonce à l'expatriation qui me paraît le réchaud de charbon des gens de tête. T'en aller, n'est-ce pas donner gain de cause aux calomnies? Le joueur qui va chercher son argent pour revenir au jeu perd tout. Il faut avoir son or en poche. Tu me fais l'effet d'aller chercher des troupes fraîches aux Indes. Mauvais. Nous sommes deux joueurs au grand tapis vert de la politique. Entre nous, le prêt est de rigueur. Ainsi, prends des chevaux de poste, arrive à Paris et recommence la partie. Tu la gagneras avec Henri de Marsay pour partner, car Henri de Marsay sait vouloir et sait frapper. Vois où nous en sommes. Mon vrai père fait partie du ministère anglais. Nous aurons des intelligences en Espagne par les évangélistas, car une fois que nous aurons mesuré nos griffes, ta belle-mère et moi, nous verrons qu'il n'y a rien à gagner quand on se trouve diable contre diable. Mon Rivaux, mon cher, est lieutenant général. Il sera certes un jour ministre de la guerre, car son éloquence lui donne un grand ascendant sur la Chambre. Voici Ronquerolles, ministre d'État et du Conseil privé. Martial de la Roche-Hugon est ambassadeur. Il nous apporte en dot le maréchal duc de Carigliano et tout le croupion de l'Empire qui s'est soudé si bêtement à l'échine de la Restauration. Cerisy mène le Conseil d'État, où il est indispensable. Granville tient la magistrature à laquelle appartiennent ses deux fils. Les grands lieux sont admirablement bien en cours. Ferraud est l'âme de la coterie Gondreville, bas intrigants qui sont toujours en haut, je ne sais pourquoi. Appuyés ainsi, qu'avons-nous à craindre? Nous avons un pied dans toutes les capitales, un œil dans tous les cabinets, et nous enveloppons l'administration sans qu'elle s'en doute. La question argent n'est-elle pas une misère, un rien dans ces grands rouages préparés? Qu'est surtout une femme? Resteras-tu donc toujours lycéen? Quelle avis, mon cher, quand une femme est toute la vie? Une galère dont on n'a pas le commandement, qui obéit à une boussole folle, mais non sans aimant, que régissent des vents contraires et où l'homme est un vrai galérien qui exécute non seulement la loi, mais encore celle qu'improvise l'argousin, sans vengeance possible. Foi, je comprends que, par passion ou pour le plaisir que l'on éprouve à transmettre sa force à des mains blanches, on obéisse à une femme. Mais obéir à Médor, dans ce cas, je brise Angélique. Le grand secret de l'alchimie sociale, mon cher, est de tirer tout le parti possible de chacun des âges par lesquels nous passons, d'avoir toutes ces feuilles au printemps, toutes ces fleurs en été, tous les fruits en automne. Nous nous sommes amusés, quelques bons vivants et moi, comme des mousquetaires noirs, gris et rouges, pendant 12 années, ne nous refusant rien, pas même une entreprise de flibustier par-ci par-là. Maintenant, nous allons nous mettre à secouer les prunes mûres dans l'âge où l'expérience a doré les moissons. Viens avec nous, tu auras ta part dans le pudding que nous allons cuisiner. Arrive, et tu trouveras un ami tout à toi dans la peau de Henri de M. Au moment où Paul de Manerville achevait cette lettre, dont chaque phrase était comme un coup de marteau donné sur l'édifice de ses espérances, de ses illusions, de son amour, il se trouvait au-delà des Açores. Au milieu de ces décombres, il fut saisi par une rage froide, une rage impuissante. « Que leur ai-je fait ?» se demanda-t-il. Le mot des niais, le mot des gens faibles qui ne savent rien voir et ne peuvent rien prévoir. Il cria « Henri, Henri !» à l'ami fidèle. Bien des gens seraient devenus fous. Paul alla se coucher. Il dormit de ce profond sommeil qui suit les immenses désastres et qui saisit Napoléon après la bataille de Waterloo.
Paris, septembre-octobre 1835. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour accéder plus facilement à la suite. Merci de mettre un pouce ou liker ou mettre un commentaire. À bientôt.